Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, élu le 12 avril dernier, prêtera serment le 3 mai prochain. Quelques jours avant l'investiture, le Gabon envoie un émissaire en Côte d'Ivoire. Le vice-président du pays, Joseph Baer, a été reçu ce mardi à Abidjan par son homologue ivoirien Témoko Méliette Koné. La saison pluvieuse s'annonce. L'objectif visé reste le même, 0 mort, 0 dégâts. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient de convoquer la première réunion interministérielle de gestion des grandes pluies. Chaque ministre est mis en mission pour renforcer une conduite éco-citoyenneté. Le message de la prévention est relayé pour l'atteinte de l'objectif. Le forum du dialogue parlementaire Sud-Sud se tient à Rabat, au Maroc. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette rencontre. Elle a fait un plaidoyer en faveur du dialogue et de la paix en Afrique, levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale. Le Zimbabwe est confronté depuis plusieurs semaines à une invasion sans précédent de chenilles légionnaires, un ravageur qui menace gravement les cultures céréalières du pays. Dans plusieurs provinces, les agriculteurs luttent contre ces nuisibles en pulvérisant des pesticides. Soyez la bienvenue sur RTI 1. On commence tout de suite par l'axe Yamoussoukro-Libreville qui se renforce. Le vice-président du Gabon a foulé le sol ivoirien aujourd'hui et il a été reçu par son homologue Témoko Méliette Koné. Sa visite s'effectue en prélude à l'investiture du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema le 3 mai prochain. Alexis Ouedraogo pour tous les détails. Le Gabon achève ses derniers préparatifs pour l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président le 12 avril dernier avec plus de 94% des voix. Un record que le pays veut célébrer avec ses frères. Ce mardi, Joseph Owodo Béré, vice-président gabonais, a été reçu en audience par son homologue ivoirien. Le président Léon Ba disait que chaque Gabonais avait deux patries, la Côte d'Ivoire et le Gabon. J'ai eu la mission de porter à mon homologue une invitation à la République gabonaise pour que le président Alassane Ouattara puisse prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Oligui. La coopération de notre deux pays, elle est au beau fixe. C'est un lieu commun. La cérémonie d'investiture se tiendra le 3 mai au stade Ngondje de Libreville. Pas moins de 16 chefs d'État africains ont déjà confirmé leur présence. Parmi eux, les proches voisins, équato-guinéens, congolais et camerounais. Qui veut aller loin ménage sa monture. Eh bien, avec la saison pluvieuse qui s'annonce, le gouvernement prend ses dispositions. L'objectif visé reste le même. 0 mort, 0 dégâts. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a convoqué la première réunion interministérielle de gestion des grandes pluies aujourd'hui même. Et l'appel à libérer les zones à risque a été réitéré, nous rapportent Franck Wadio et Adam Ankeri. Première réunion ministérielle d'urgence à la primature sur la question de la résilience nationale face aux grandes pluies qui s'annoncent avec leur corollaire de désagréments. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé instruit chaque ministère sectoriel sur les différentes approches, mais surtout sur la nécessité de la prévention et de l'action. Le sujet principal, c'est de préserver les vies humaines et endiguer les effets néfastes de la saison des pluies. À cet effet, sous le contrôle de la Sodexam, je voudrais reconnaître que sous l'effet des changements climatiques, il est difficile, en l'état actuel de nos capacités de prévision, d'identifier les pluies dans leur nature complète. Premièrement, l'intensité de la pluie. Deuxièmement, la fréquence des pluies. Troisièmement, les périodes de retour. L'importance de ces éléments dans le dimensionnement des ouvrages d'assainissement et de drainage, surtout des drainages, est majeure. Dès à présent, nous devons protéger les Ivoiriens et toutes les populations qui vivent sur notre territoire. Et pour cela, nous avons nos responsabilités à prendre. La feuille de route est claire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Dieudonné Wagondo, est chargé de la coordination de l'action gouvernementale. L'année dernière,
Malheureusement, nous avons enregistré 35 cas de décès dus aux effets de la pluie. Des mesures ont été prises en amont et pendant et même après pour que pareille situation ne se répète cette année en 2025. Cette année, nous avons constaté que les pluies ont déjà commencé, tant sur le district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Quelques effets déjà se font sentir. Le ministère de la Solidarité a dû porter assistance à un certain nombre de ménages déjà. C'est la raison pour laquelle, cette année, dans un premier temps, le dispositif opérationnel qui nous a permis de contenir justement les effets de la pluie est immédiatement déployé avec les moyens qui seront mis à disposition pour éviter de faire face à des situations déplorables. Inscrit en urgence à l'agenda, la question de la sensibilisation. Tout tient dans cette sensibilisation, en direction de tous ceux dont les habitations, dont les zones de fréquentation pourraient être impactées par les effets de la pluie. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les usagers de la route. Malheureusement, parfois, les usagers oublient qu'en cas de pluie, la chaussée devient moins adhérente et les effets de l'aquaplaning. Tout ceci pour dire que chacun de nous est appelé à la vigilance et à la prudence. Le message du gouvernement est le même: libérer les sites à risque et protéger les ouvrages d'assainissement afin d'éviter toute catastrophe en cette période soumise aux affres du changement climatique. Voilà, vigilance renforcée donc en cette période. Et la Côte d'Ivoire qui dévoile aussi sa feuille de route à Rabat, au Maroc, au forum du dialogue parlementaire Sud-Sud. La présidente du Sénat ivoirien, également présidente de l'Association des Sénats d'Afrique, Kandia Camara, porte la voix de notre pays. Et vous allez le voir, elle a fait un plaidoyer en faveur du dialogue et de la paix en Afrique. Le dialogue qui reste un levier essentiel pour relever les nouveaux défis de la coopération internationale. Envoyé spécial à Rabat au Maroc, Kader Sokotogo. Siège du Parlement marocain à Rabat, l'Assemblée des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe est à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud. La délégation ivoirienne est conduite par Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et par ailleurs présidente de l'Association des Sénats d'Afrique. La Côte d'Ivoire, mon pays, a connu les affres de la crise post-électorale de 2010, après avoir longtemps été un havre de paix. Cette expérience douloureuse nous a enseigné que la paix n'est pas un acquis, mais une quête permanente. Sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le pays a connu des progrès significatifs en matière de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de croissance économique les plus rapides et les plus soutenus en Afrique subsaharienne. Avec une croissance du PIB réel de 8,2% en moyenne sur la période 2012-2019, la Côte d'Ivoire a réussi à contenir la pandémie de la COVID-19 et à maintenir une croissance à 2% en 2020. Des réunions de groupe, des audiences, le séjour marocain de la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Kamara, est une occasion de réaffirmer la bonne place de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations, avec surtout les actions fortes du président de la République Alassane Ouattara pour la marche de son pays vers le développement. Voilà, la Côte d'Ivoire avait également relevé le défi de l'urgence humanitaire. Ce mardi, donc, la direction d'aide aux réfugiés, apatrides et le HCR ont dressé un état des lieux. Le sort des réfugiés, demandeurs d'asile préoccupe. Eh bien, face aux diplomates, l'État ivoirien a lancé un plaidoyer à l'endroit des bailleurs de fonds pour booster les actions de protection et de prévention. Suleiman Donisongo. Il ne sera plus bientôt possible d'organiser des formations sur le droit des réfugiés et les droits d'asile pour la police, les fonctionnaires des frontières et les autorités locales. Indexé, le manque de financement. Au ministère des Affaires étrangères, le gouvernement sollicite les bailleurs de fonds.
Malgré ce déficit de financement de 42 millions l'année passée et bien plus aujourd'hui, ne peuvent que diminuer notre présence dans les 4 pays côtiers, transférer certaines responsabilités au gouvernement. Face au fardeau que constituent des demandeurs d'asile pour les pays d'accueil, la solidarité internationale demeure la panacée qui pourrait encourager les pays à toujours ouvrir leurs portes aux populations en détresse. Sensible à la question, la diplomate américaine Jessica Barr Davis demande l'implication des partenaires. Je voudrais encourager et inviter nos autres partenaires d'investir. Donc vraiment, c'est un moment pour demander à nous tous pour contribuer d'une manière plus importante. Le gouvernement envisage par cet acte des solutions durables à la situation des réfugiés. Le HCR est engagé auprès du gouvernement pour porter assistance aux réfugiés, notamment au nord du pays. Voilà, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, reste une destination privilégiée. Je vous conduis dans le Denguélé qui mise sur cette terre pour attirer plus d'investisseurs. Eh bien, avec plus de 2 millions d'hectares de terres arables et une forte ambition de développement, le district autonome du Denguélé ouvre ses portes aux investisseurs. Il organise même un forum pour dévoiler son potentiel agricole. Nous, Sangaré, Traoré Zakaria et Francois. C'est une terre riche de promesses que les investisseurs découvrent aujourd'hui. Au cœur du district du Denguélé, plus de 2 millions d'hectares de terres arables attendent d'être valorisés. Le Denguélé, c'est aussi 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds, idéal pour la riziculture. Nous pensons que le Denguélé peut être le grenier de la Côte d'Ivoire. C'est un site qui va permettre 425 hectares en production de riz et de légumes. Il y aura aussi la production de poissons via l'empoisonnement du plan d'eau. Et également, nous avons prévu pour l'abreuvement des animaux des couloirs d'accès au plan d'eau. C'est avec plaisir qu'on a découvert ce site-là. Donc pour nous, c'est important qu'on vienne voir qu'est-ce qui est mis en place en termes d'infrastructure pour apprêter le terrain, pour faciliter la chose aux investisseurs étrangers et locaux intéressés par les opportunités d'envergure en Côte d'Ivoire et surtout dans les régions et les territoires dans le pays. Nous ne sommes pas autosuffisants en riz. Donc c'est une bonne chose pour nous de voir qu'il y a des efforts qui sont faits, des investissements qui sont faits par le gouvernement pour mettre en place les infrastructures qu'il faut pour qu'on puisse être autosuffisant en production de riz. Le forum Invest in Denguélé est une opportunité pour mettre en lumière les potentialités agricoles, industrielles et économiques de ce district situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Entre foi en l'avenir et la volonté de bâtir, le district du Denguélé trace sa voie, celle d'un développement ancré dans la terre et tourné vers l'investissement. L'artisanat est aussi au cœur des priorités. Mais quelle stratégie pour le développement et la promotion de l'artisanat? Eh bien, la question était au centre d'un panel de haut niveau dans le cadre du marché ivoirien de l'artisanat. Un panel auquel a pris part le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et il a exposé aux côtés d'autres experts sur le modèle de développement et de promotion du secteur. Léon Broup, le reportage. L'artisanat en Côte d'Ivoire, ce sont 245 métiers et 45 corps de métiers pour 19% du produit intérieur brut, selon le ministre de tutelle. La stratégie pour son développement repose sur la structuration et le financement du secteur, la professionnalisation par la formation des acteurs et la digitalisation. L'innovation majeure, c'est aujourd'hui permettre à l'artisanat de faire du commerce électronique un axe de promotion, notamment à travers la prise en compte de tous les aspects de la digitalisation. Raison pour laquelle nous mettons l'accent aujourd'hui sur la mise à disposition d'un système d'information cohérent, de galeries virtuelles pour que l'artisan, quel que soit le lieu où il est, puisse vendre son savoir-faire. Accompagnement des acteurs par la formation et le financement, la stratégie paie en République du Congo. 70% des entreprises créées par les Congolais contre 3% il y a 8 ans. Depuis 2014,
le Congo a mis en place un écosystème de promotion de l'artisanat. C'est cet écosystème qui a travaillé avec une agence dédiée à la promotion de l'artisanat et puis tout un mécanisme de soutien financier à l'artisanat. En Afrique du Sud, l'artisanat représente 3% de la production économique pour plus de 2000 milliards de francs CFA, soit 32% du produit intérieur brut. Au Parlement, la Commission nationale, en son sein, a un mécanisme de suivi pour s'assurer que ces fonds-là qui ont été votés et mis à la disposition des différents ministères soient immédiatement effectifs et mis à la disposition donc, des artisans. L'artisanat, poumon de l'économie et bassin d'emploi, son développement et sa promotion, un gage de croissance et de développement. La Côte d'Ivoire l'a compris à travers une stratégie à 4 volets, incluant le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat. Voilà, et on s'interroge aussi, quand l'activité commerciale se met à l'ère du numérique, quels sont les résultats attendus? Eh bien, autrefois exercée dans des magasins ou même à la criée, la vente d'articles, quel que soit l'objet, fait sa mue avec l'avènement de l'outil Internet. Aujourd'hui, il est plus courant de voir des ventes en ligne en plus des magasins dans un monde à l'ère des antiques. Et on peut le dire, l'activité se digitalise, mais est-ce à l'avantage des commerçants ou non? Et même des clients. Élément de réponse avec Ismaël Evradeo et Ahmed Siloui. Guy Alain, assistant en ressources humaines à la radiodiffusion télévision ivoirienne, semble avoir trouvé la solution idéale pour concilier achat de vêtements, chaussures et obligations professionnelles. Allô, bonjour madame. J'ai fait une découverte sur votre page de vente de chaussures. Elle est avec LinkedIn en ce moment. D'accord. Au bout du fil, un e-commerçant. Ils échangent sur les détails d'une commande en ligne que le jeune homme souhaite passer. Aujourd'hui, le e-commerce s'étend à presque tous les secteurs d'activité. La vente de voitures à celle de l'alimentation, en passant par la friperie. Lily, 6000 abonnés sur les réseaux sociaux, profite de son audience pour écouler sa marchandise. Apportez le live pour donner la force au live. Encouragez le live, s'il vous plaît. Toutes nos excuses pour la qualité de ce sujet. Nous y reviendrons certainement dans nos prochains journaux. Je vous conduis à présent au port autonome d'Abidjan qui vient d'accueillir un navire géant de 400 mètres de long nommé MSC Dileta. Ce navire a accosté avec succès au 2e terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Je vous propose cette escale inaugurale avec notre reporter Juliette Ouya. Moment historique pour la ville d'Abidjan. Le port autonome accueille le MSC Dileta, un navire de dernière génération. Ce porte-conteneurs de 400 mètres de long et d'une capacité de 24 000 conteneurs fait escale pour la première fois dans les eaux ivoiriennes. Ce navire confirme et renforce notre engagement à investir dans l'avenir, tant pour notre compagnie que pour la communauté portuaire et notre clientèle. L'accostage du MSC Dileta confirme ainsi la capacité du port autonome d'Abidjan à accueillir les plus grands navires du monde. Ce jour est l'aboutissement des efforts innombrables entrepris depuis l'accession au pouvoir d'État de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui, dès l'entame, a décidé de moderniser nos infrastructures, de faire en sorte que le port ivoirien soit à la hauteur de ses ambitions en permettant à notre économie de s'alimenter et d'exporter ses extrants. Ces dernières années, le port autonome d'Abidjan a considérablement renforcé sa capacité d'accueil grâce à d'importants investissements, notamment la construction d'un second terminal à conteneurs et l'élargissement du canal de Vridi. Je continuerai à soutenir avec détermination tous les projets qui contribueront à renforcer le rayonnement maritime de notre pays. Ensemble, nous poursuivons cette dynamique dans un esprit d'excellence.
De nouvelles escales de navires de taille similaire sont prévues au cours de cette année 2025. Voilà, et de l'autre côté, à Abobo, Abobo continue de changer de visage. Ce mardi 29 avril, la mairie a enclenché, vous allez le voir, une opération de déguerpissement au marché Botou, une action du conseil municipal inscrite dans une politique de salubrité et de modernisation urbaine. Les occupants seront relocalisés à Sagbé-Céleste. Le site libéré accueillera bientôt un nouvel échangeur stratégique, nous rapporte Ahmed Traoré. Après plusieurs mises en demeure et différentes rencontres à la mairie, le marché Botou à Abobo a subi une opération de déguerpissement. Selon Berdiabaté, adjoint au maire, les commerçants du dit marché ont été invités à libérer les lieux en vue du lancement des travaux de construction de l'échangeur du rond-point de la gendarmerie. Dans les semaines à venir, on va démarrer les travaux de l'échangeur de la gendarmerie d'Abobo. Il y aura un échangeur. Après le tunnel, vous aurez un échangeur au niveau de la gendarmerie. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc tous ces travaux qui vont démarrer dans la zone ne permettent pas que ces femmes restent sur place. Il faut qu'on les déplace pour que ces travaux-là puissent se réaliser. Berdiabaté exhorte les commerçants à rejoindre le marché Sagbé-Céleste et souligne l'importance de leur départ immédiat. Nous avons aménagé une plateforme à Sagbé-Céleste pour accueillir nos parents. Mais pourquoi les faire déplacer du Botou? Le Botou d'abord, c'est un bassin d'orage. Ensuite, c'est ici que se retrouvent tous les canaux d'assainissement d'Abobo Centre. Et il se trouve que tous ces caniveaux sont bouchés. La mairie a demandé à ce que nos femmes se déplacent pour qu'on fasse l'assainissement du site. Selon le conseil municipal, la construction de l'échangeur au rond-point de la gendarmerie vise à améliorer la fluidité routière dans la commune d'Abobo. Et on n'oublie pas la présidentielle d'octobre prochain. Eh bien, à quelques mois, la jeunesse du Rassemblement pour la paix, JRPP, invite les jeunes des différents partis politiques à pouvoir consolider la paix en cette période. Nous rapporte Astou Touré et Michel Kwame. La jeunesse du Rassemblement pour la paix, JRPP, appelle la jeunesse des différents partis politiques à s'investir dans un dialogue constructif afin de garantir la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ce cadre d'échange interjeunesse permettra de recueillir les différentes propositions des jeunes afin de constituer un livre blanc. Boussole pour une jeunesse protégée et responsable. Aujourd'hui, notre pays se trouve à une phase cruciale de sa vie politique. Et cela est su de tous. La jeunesse du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, à travers cette conférence de presse, voudrait tirer la sonnette d'alarme. L'objectif de ces différentes rencontres était de procéder à des consultations à l'effet de proposer un ensemble de solutions aux différentes préoccupations de jeunes qui puissent permettre de préserver la paix et la cohésion sociale. Pour amener la jeunesse à s'investir résolument dans la recherche de la paix, gage de tout développement, la JRPP entend mener plusieurs activités. Qui n'a pour objectif principal que le renforcement du dialogue entre les leaders de jeunesse, force incontournable de notre pays, d'établir un code de bonne conduite en période électorale. La JRPP invite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à se mobiliser dans une unité d'action pour faire primer l'intérêt général de la nation à travers la promotion du dialogue qui est l'âme des forts. Depuis le 5 février dernier, la JRPP initie des rencontres avec la jeunesse des partis sur la vie politique en général et l'échéance électorale à venir. Voilà le RHDP qui prône aussi la paix et imprime sa marque dans le Haut-Sassandra. À Daloa, le parti présidentiel a effectué sa rentrée politique départementale couplée à l'inauguration d'un nouveau siège moderne et fonctionnel. Abou Sanogo pour les détails. Les militants du Rassemblement des oufouettistes Stop la démocratie et la paix de la délégation départementale d'Aloa-Ouest ont démontré leur ferveur militante malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Daloa pour cette rentrée politique. Une rentrée politique sur un air de renouveau marquée par l'inauguration du siège local du parti rénové afin d'offrir aux militants un cadre plus attrayant de retrouvailles et d'expression de leur engagement politique.
Un projet piloté par le député Amaral Fofana, secrétaire départemental du RHDP. Pour nous, en tant que départemental, c'est de pouvoir conduire toutes les bases du parti pour pouvoir les préparer pour ces échéances. Parce que nous croyons en ces élections, donc nous donnons à tous les militants et militantes responsables politiques leur feuille de route. Parrain de la cérémonie, le ministre Mamadou Touré, coordonnateur régional du RHDP dans le Haut-Sassandra, et la ministre Françoise Rimac, membres du directoire du RHDP, ont souligné l'importance de l'unité et de la mobilisation continue. Cette rencontre a été l'occasion de les mettre en ordre de bataille pour la présidentielle. Je note aussi qu'il y a une grande motion donc de soutien de ces militants à la candidature du président Alassane Ouattara. Nous allons transmettre au président de la République ce vœu exprimé par les militants. Et je voudrais aussi féliciter le député Amaral. Nous avons noté à l'occasion de cette cérémonie l'engagement de certaines femmes qui n'avaient pas encore rejoint notre parti, qui ont lu aussi une motion de soutien au président de la République, parce que tout le monde est conscient, et en particulier les femmes qui donnent l'avis de tous les progrès réalisés depuis l'arrivée du président de la République en si peu de temps. Les différentes interventions ont convergé autour d'un même objectif: entretenir la flamme militante. Une notion a été lue à cet effet. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, de poursuivre ses efforts pour la Côte d'Ivoire. Et nous lui demandons d'être le candidat du RHDP pour les élections présidentielles du 25 octobre 2025. Le nouveau siège rénové de la section d'Aloa-Ouest représente une étape majeure dans la structuration de l'organisation locale. Il se veut un centre de rencontre, de formation et de prise de décision. Malheureusement, la vie n'est pas toujours rose et le monde éducatif ivoirien est en deuil. Odile de Vassello, figure emblématique et fondatrice du prestigieux établissement lycée Sainte-Marie de Cocody, n'est plus. Elle est décédée le 21 avril dernier à l'âge de 103 ans. Notez qu'elle a marqué des générations de jeunes filles et l'État de Côte d'Ivoire lui rend hommage. C'est Foraziki. Écoutez, c'était les meilleures années de ma vie en Côte d'Ivoire. Oh. J'ai été très, très heureuse là-bas. Oh. Et j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Des mots simples prononcés lors de son 100e anniversaire à la ministre Mariatou Koné résonnent aujourd'hui avec émotion. À 103 ans, Odile de Vassello, figure emblématique de l'éducation en Côte d'Ivoire, s'est éteinte. Ce jeudi, la communauté éducative lui rend un vibrant hommage au lycée Sainte-Marie de Cocody, sa maison. Nous, les anciennes du lycée Sainte-Marie, sommes les filles de son rêve. Nous sommes les héritières de cette confiance qu'elle a placée en nous, avant même que nous n'en mesurions toute la portée. Chacune de nous porte dans son parcours, dans son cœur, l'empreinte de son exigence bienveillante, de sa foi inébranlable dans le pouvoir transformateur de l'éducation. Parmi les personnalités présentes, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a tenu à rappeler l'engagement exceptionnel d'Odile de Vassello, décorée de la médaille de la résistance en France. Dans cette célébration se retrouvent la France et la Côte d'Ivoire. Et en ce sens, je voudrais vraiment remercier ceux qui ont organisé cette très belle cérémonie et en premier lieu, bien sûr, l'équipe du lycée, mais surtout la ministre de l'Éducation qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. À l'initiative de cet hommage, la ministre Mariatou Koné a souligné le rôle essentiel qu'a joué Odile dans la formation de l'élite féminine ivoirienne. Je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien et de l'ensemble de la communauté éducative nationale, exprimer l'infinie gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la grande dame qu'est Odile de Vassello, à la grande française qu'est Odile de Vassello pour son engagement au service d'une éducation de qualité dans notre pays. Alors que ces obsèques se déroulaient à Paris, ce jeudi 29 avril, la Côte d'Ivoire a tenu à honorer cette pionnière. Odile de Vassello laisse un héritage précieux, celui de l'excellence, pour des générations de jeunes Ivoiriennes. Son nom restera à jamais lié à celui du lycée Sainte-Marie de Cocody et à l'histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire.
Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 1er mai 2025, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et ailleurs dans le monde, le Zimbabwe qui est confronté depuis plusieurs semaines à une invasion sans précédent des chenilles légionnaires, un ravageur qui menace gravement les cultures céréalières du pays. Dans plusieurs provinces, les agriculteurs luttent tant bien que mal contre ces nuisibles en pulvérisant des pesticides. Selon les experts, l'année 2025 marque la pire épidémie de chenilles légionnaires en 2 décennies. En République démocratique du Congo, les troupes de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, ont commencé à se retirer de Goma, dans l'est du pays. C'est un retrait négocié avec le groupe AFC M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord Kivu depuis fin janvier. Il s'agit du premier contingent composé de soldats d'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie déployé depuis décembre 2023 pour soutenir l'armée congolaise et empêcher la progression du M23. Dans la foulée, on apprend que les chefs religieux catholiques et protestants du Congo poursuivent leur propre initiative, celle d'un pacte social pour la paix. Ils ont été invités à Doha au Qatar, pays qui mène la médiation entre Kinshasa et le mouvement AFC M23. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mais ne décrochez surtout pas. La direction de l'information de RTI 1 vous propose votre magazine, le débat politique, et le thème retenu ce soir, intelligence artificielle et élection présidentielle. Quelle garantie pour éviter les dérives? Durant 90 minutes, Eliane Hervaux et ses invités échangeront sur l'avènement de l'IA en Côte d'Ivoire, quel avantage et quel inconvénient. Allez, très belle soirée sur RTI. Et moi, je vous retrouve avec le même bonheur demain, dans la paix surtout.